Staats- und Geschäftsordnung erwähnt haben, mit dem Fiskalpakt, mit der Gründung des europäischen Stabilitätsmechanismus. Und wenn wir jetzt die Bankenunion noch kriegen, insbesondere mein Freund Michel Barnier vorschlägt, eine Lösung, wie wir Banken abwickeln können, ohne dass wir das Fehlverhalten von Banken der Steuerzahler verantwortlich ist. Ich denke, dann haben wir die Sache einigermaßen im Griff und der Euro kann seine Funktion wieder vollständig erfüllen. Also ich rate dringend den Euro in Frage zu stellen. Unsere Lage wäre nicht besser, wenn wir nicht hätten. Die wäre aber meines festen Überzeugung schlecht. J'appuie totalement ce que vient de dire Ruth sur l'euro. Il faut bien voir que c'est la conséquence inéluctable du mariage de nos économies. En France, je suis élu d'une région qui s'appelle le Pays Basque, qui est à la frontière avec l'Espagne. Quand, à la frontière, il passait 10 voitures par heure, les policiers et les douaniers arrêtaient les 10 voitures, contrôlaient les papiers, fouillaient le coffre des voitures. Puis quand il y a eu 100 voitures à l'heure, ils ont contrôlé une voiture sur 10. Maintenant, il y a 1000 voitures à l'heure, ils ne contrôlent plus. De même qu'on ne contrôle plus entre Bratislava et Vienne. Ben, nos relations économiques, c'est la même chose. À partir du moment où nous faisons 60, 70%, 80% de notre commerce extérieur, les uns avec les autres, nous sommes condamnés à avoir la même monnaie. Alors, autant avoir la même monnaie et l'appeler l'euro. Alors, il y a certains pays qui sont fiers de garder une monnaie qui a un nom différent, mais qui en réalité est complètement liée à l'euro, et qui est l'euro avec une monnaie nationale. C'est le cas des Danois. Le précédent Premier ministre danois m'avait dit, ne le répétez pas, notre monnaie c'est l'euro, mais nous l'appelons la couronne danoise. On est très fiers. Chaque fois que la Banque Centrale Européenne modifie de 1/4 de point son taux d'intérêt, pendant 2 heures, nous fêtons l'indépendance monétaire du Danemark. On boit le champagne. Puis au bout de 2 heures, la Banque royale du Danemark prend la même décision que la Banque Centrale Européenne. Moi je fais une prédiction. Dans 3 ans, tous les pays de l'Union Européenne seront dans l'euro. Sauf le Royaume-Uni, ça leur prendra 2 ans. C'est tout. Ils continueront d'appeler du sterling. Voilà. Mais il y aura ce que les économistes appellent un lien obligatoire, bien entendu. Et heureusement qu'il y a eu l'euro. Parce qu'après la crise financière de Lehman Brothers, si nous avions eu encore des monnaies nationales différentes entre tous les pays européens, notamment les grands pays européens, eh bien nous aurions une guerre monétaire entre nous, qui aurait dégénéré en une guerre commerciale et qui aurait pu devenir une guerre tout court. Vive l'euro. Alors, je réponds à la question du jeune homme qui nous interroge sur l'avenir du programme Erasmus. Le programme Erasmus, c'est peut-être le programme européen le plus important. Parce que c'est ça qui consolidera l'Europe pour les générations à venir. Nous avons poussé un cri d'alarme en octobre dernier au Parlement européen lorsque nous avons vu que le programme Erasmus était menacé de cessation de paiement en 2012. Et ce cri d'alarme a été utile parce que les gouvernements ont compris, ils ont réagi, et maintenant que nous négocions le cadre budgétaire du budget européen pour les années 2014-2020, il y a un accord entre tous les gouvernements et entre tous les parlements européens pour maintenir et augmenter les moyens du programme Erasmus, qui entre-temps d'ailleurs devient ce qu'on appelle lifelong learning, c'est-à-dire apprentissage tout au long de la vie, et aider les échanges non seulement entre étudiants, mais également aussi entre écoliers, entre lycéens, entre apprentis, entre chefs d'entreprise, faire en sorte que l'un des avantages de l'Europe soit la possibilité d'aller étudier et travailler dans un pays voisin. Donc ça,
posez la question sur la Fédération européenne, est-ce que dit-il, par souci de transparence, est-ce qu'il ne faut pas dire carrément aux citoyens qu'on veut aller vers une fédération européenne? Non! Non, ça n'est pas les États-Unis d'Europe. Nous inventons un modèle politique qui n'existe pas. Alors évidemment, c'est gênant, parce que comme ce modèle n'existe pas, on n'a pas de référence à montrer aux citoyens. Et le vocabulaire n'est pas adopté. Je regrette, je ne sais pas si Gunther partage mon sentiment, je regrette que nous ayons abandonné le mot de communauté européenne, die Europäische Gemeinschaft, qui était un mot original, parce que l'Union européenne, c'est en fait une communauté de peuples, une famille de peuples originale. Oui, nous avons besoin d'institutions qui ressemblent à des institutions de type fédéral. La manière de faire des lois en Europe, c'est le modèle fédéral. Pour qu'une loi européenne soit adoptée, il faut à la fois l'accord d'une majorité d'un Parlement élu par les citoyens, c'est le Parlement européen, c'est l'équivalent du Bundestag, c'est l'équivalent de la House of Representatives des États-Unis d'Amérique, et l'accord d'une chambre qui représente les gouvernements des États qui constituent l'Union, qui est l'équivalent du Bundesrat, qui a la fonction du Sénat des États-Unis, et ça c'est ce que nous appelons dans le système le Conseil des ministres. Et nous avons besoin, en effet, d'impôts communautaires, qui d'ailleurs ne sera pas une innovation fédérale, ça sera le retour à ce qui existait à l'origine en 1951 dans le cadre de la communauté européenne du charbon et de l'acier qui était financée par une taxe sur le chiffre d'affaires payée par les entreprises sidérurgiques et minières. Tout le monde trouvait ça normal. Madame Thatcher trouvait ça normal. Et on ne criait pas à l'époque un fédéralisme rampant caché, un super État. C'était tout à fait normal. Oui, il y a des éléments du système politique européen que nous bâtissons, dont nous avons besoin, qui s'inspirent de la logique fédérale. Mais à côté de cela, la grande différence avec les systèmes fédéraux, c'est que nous avons conservé, au niveau des nations, les compétences majeures dans certains domaines, et notamment les domaines les plus coûteux. Nous considérons aujourd'hui en France que plus de la moitié des lois nouvelles, des règles de droit nouvelles qui s'appliquent chaque année en France sont décidées à Bruxelles, ou au moins sont décidées en France, mais dans un cadre général qui est fixé à Bruxelles. Voilà ce qu'on appelle les directives. Donc l'Union européenne a un pouvoir législatif, un pouvoir juridique, un pouvoir normatif extrêmement important. Par contre, elle a un budget extraordinairement faible. Lorsque un Français gagne 100 €, il paye 44 € d'impôts. Nous aimons beaucoup les impôts en France. Nous payons 44 € d'impôts, 43 sont redistribués en France et seulement 1 € est redistribué au niveau européen. On ne fait pas les États-Unis d'Europe avec 1 €, avec 1%. Nous avons conservé dans les compétences nationales, et tous les partis politiques en sont d'accord, donc ça va durer. Nous avons conservé la responsabilité des politiques liées à la langue, la culture, l'identité, tout ce qui est l'éducation, qui est le premier budget dans tous nos pays. Nous avons conservé aussi les politiques de redistribution entre les riches et les pauvres, entre les malades et les bien portants, la politique de santé, entre les juniors et les seniors, les retraites. Et nous avons conservé aussi, jusqu'à présent, la responsabilité en matière de politique de défense et de politique militaire. Donc toutes les politiques coûteuses restent de compétence nationale. Et donc dans ces conditions, nous sommes obligés de mettre en place un système qui, lorsqu'il s'agit d'exercer des compétences européennes en matière de politique agricole, de politique régionale, de politique de recherche, de politique environnementale,
fonctionne selon un modèle fédéral, mais qui, dans les autres domaines, consiste à coordonner des politiques qui restent fondamentalement des politiques nationales. Nos politiques budgétaires restent fondamentalement des politiques nationales. Nos politiques étrangères, nos politiques de défense restent fondamentalement des politiques nationales. Mais nos pays sont tellement unis, nos sorts sont tellement liés, que nous avons l'obligation de les coordonner pour rendre ces politiques harmonieuses, et lorsqu'il s'agit de relations avec le reste du monde, pour essayer d'avoir une politique commune. Voilà, donc c'est un système original, c'est la communauté européenne, c'est un panorama certes un peu complexe, c'est plus compliqué à expliquer que le système politique français qui est très simple. La France élit tous les 5 ans un roi qui a le pouvoir absolu, qu'on appelle président de la République. Bon, c'est facile à expliquer. L'Europe, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais c'est ce modèle dont nous avons besoin pour les années à venir. Ďakujem pekne, pani premiérka, posledné slovo a v zápäti tento panel ukončíme. Ďakujem veľmi pekne. Aby som sa vrátila k úvodu našej témy. Takže Elizej priniesol dohodu vlastne v 3 nosných veciach. Zahraničná politika, obrana a vzdelanie mladých ľudí. Vďaka tejto zmluve viac ako 8 miliónov študentov sa vzdeláva v rámci výmen medzi Nemeckom a Franciou. Pretože vzdelanie, súhlasím, podporujem, je tým, čo otvára priestor na porozumenie aj dnešnej našej diskusii. A myslím si, že návrat 3 pilierom ako nosným znamená kroky. Najprv vymedzenie kompetencií na nadnárodnej úrovni, potom otázka financovania týchto kompetencií. A posledná, ak dovolíte, veta. V globálnom svete s globálnymi nadnárodnými inštitúciami, s globálnymi finančnými inštitúciami potrebujeme prekonať ten známy vtip, keď blcha hovorí slonovi ako dupemu. A tu je jediná možnosť silných nadnárodných politických inštitúcií ako relevantných partnerov v globálnom svete. A preto si tú spoločnú Európu potrebujeme dotvárať. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Myslím si, že neviem vlastne, či funguje ten mikrofón, už funguje, už sa počujem, ďakujem. Tým pádom sme uzatvorili prvý panel našej konferencie. Po pauze bude nasledovať druhý panel venovaný ekonomickým modelom a spôsobom, ako sa Európa pokúša dostať z krízy. Nech sa páči, myslím si, že o poschodie nižšie je káva a všetko, čo treba na krátke osviešenie.